plutôt pas mal. Alors des retours positifs, hein, parce qu'après tu peux monter des campagnes où tu peux obtenir 40% de taux de retour et les 40%, c'est des gens qui t'insultent parce qu'ils en ont marre de recevoir tes messages. Mais si tu arrives à avoir 10%, 10-15% de taux de retour, c'est plutôt très bien quoi, sur une cible qui est sursollicitée. Donc on a fait tourner des campagnes sur LinkedIn, on a eu du 60% de taux d'acceptation. En 3 mois, on a généré 90 rendez-vous. Honnêtement, au démarrage, prenez le truc le plus simple possible. Le truc le plus simple, c'est une fois que vous êtes placé sur des blacklists, c'est assez compliqué d'en sortir. Et puis, ça va flinguer en fait tout votre nom de domaine. Donc, ça va l'une des clés de succès d'une séquence email. Pour moi, c'est les relances où vous avez énormément de personnes qui vont envoyer un premier message. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lead Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Nisset. Adrien, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Youssef, merci de m'avoir invité. Adrien, tu as été recommandé par Manon Georget et il m'a dit que c'était vraiment le boss en cold emailing et que je devais absolument t'avoir. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est cold emailing. On va passer en revue toutes les différentes étapes. Mais avant tout, je vais quand même te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet et décortiquer tout ce qu'il faut pour être une bête en cold emailing. Déjà, c'est vraiment élogieux cette présentation de toi, non? J'aurais pas, je dirais pas un méga expert en cold emailing, mais en tout cas aujourd'hui, effectivement, c'est ce que je fais. Pour me présenter rapidement, je suis marketing manager dans une agence qui s'appelle Bonne Manière, donc une agence de développement commercial externalisé, où on va prendre en charge des clients qui n'ont pas forcément de service commercial intégré, donc on va faire on va faire le job commercial pour eux. Après, on a des clients qui souhaitent tester des offres ou des marchés, mais qui n'ont pas forcément des ressources, beaucoup de ressources en interne à allouer à ces nouveaux marchés ou à ces nouvelles offres. Donc, on va aller tester pour eux. On a des clients qui ont déjà une offre qui fonctionne d'un point de vue commercial, mais qui n'ont pas les ressources en interne et qui souhaitent scaler. Donc, on va aller mettre en place des process pour eux pour justement pouvoir automatiser, entre guillemets, et scaler leur prospection. Donc, on va traiter finalement on va traiter avec des clients dans de nombreux cas de figure. Et la petite particularité, c'est qu'on ne s'arrête pas à la génération de lead, mais on va vraiment prendre en charge toute la vie du lead jusqu'à le transformer en client. Donc, on va aller de l'identification du lead en passant par le contact. Et puis, une fois que le contact est établi, on va continuer à suivre finalement le cycle de vie du lead et son cycle de transformation en client en assurant les rendez-vous de cadrage, les relances de propositions commerciales jusqu'à la signature. Donc, on prend en charge vraiment tout le process commercial du début à la fin, de A à Z. Et puis, à côté de ça, mes heures perdues, je fais un peu de consulting en freelance où je vais m'occuper de clients sur on va dire, des parties plus petites du process commercial. Ça peut être la rédaction de séquences, ça peut être la mise en place de séquences une fois qu'on a identifié les leads, la recherche de leads, mais ça va plus être finalement sur des petites briques de tout le process commercial que tout le process commercial dans sa globalité. D'accord, donc on voit ici que tu as une multitude de cas, c'est-à-dire que les clients que tu as, je veux dire, toutes les personnes qui nous regardent vont se retrouver dans un des cas de figure et tu as affaire en fait à tout type d'entreprise et à différentes étapes du cycle de vie en fait de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment hyper cool. Ce serait bien à chaque fois, on va aborder plusieurs points, justement, que chacun voit un peu par rapport à sa situation et se dise, voilà, ici, il parle de mon cas à moi, ce serait plus intéressant d'utiliser ça comme ça. On va passer en revue un peu le tout, mais pour commencer, pour faire une bonne campagne d'emailing, il y a quand même un point qui est fort négligé, bizarrement. Je ne pensais pas que ça allait être assez négligé, mais c'est le côté ciblage. C'est-à-dire qu'on pense souvent qu'en ayant un grand nombre de personnes et en faisant le bourrin, on va augmenter ses chances de conversion, alors que plus j'avance, plus je comprends que c'est l'inverse en fait. Plus tu prends le temps de préparer le terrain, Ouais, de sélectionner, plus tu as des temps de conversion hyper intéressants et même les clients avec qui tu bosses au final, c'est beaucoup plus passionnant, c'est beaucoup plus intéressant et au final, c'est un cercle vertueux. Donc, voilà, j'ai envie que tu me parles de ciblage et de savoir quels sont tes conseils et comment tu fais. exactement. Il y a quelques mois, j'ai changé avec une personne qui me disait, j'ai ciblé 2000 personnes, j'ai eu 5 rendez-vous, donc si j'en cible 20 000, je peux tabler sur 50 rendez-vous. Et en fait, c'est pas du tout l'optique dans laquelle il faut se mettre, parce que quelle que soit ta cible, ton nombre de leads, il est limité. Alors, ça peut être 500 comme ça peut être 10 000 ou 20 000, mais il est limité. Donc, si tu commences à faire le bourrin, en 2-3 mois, tu vas cibler
siphonné tout ton réservoir de leads. Et puis, une fois que tu as siphonné tout ton réservoir de leads, qu'est-ce que tu fais? Donc, l'idée vraiment, c'est de bien segmenter sa base de données et à la limite, partir sur des petits échantillons pour faire des tests. Tu vois, typiquement, je te disais tout à l'heure, je bossais en agence. Sur les phases de test, on va être sur des batchs de 25 à 50 personnes. On va tester différents ciblages, différentes séquences. Et finalement, tant qu'on n'a pas trouvé, on va dire, le couple séquence-cible qui fonctionne bien, on va rester sur ces petits volumes parce qu'une fois de plus, l'idée, c'est de ne pas griller tout le réservoir de leads qu'on a. Et ça ne sert à rien de se dire, je vais cibler 10 000 personnes et puis je vais espérer obtenir 10 rendez-vous. Alors après, tu peux le faire, hein, mais une fois de plus, tu ne vas pas du tout être efficace. Accessoirement, tu vas t'adresser à des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par ton service, donc tu ne vas pas renvoyer une super image de toi. Et puis, tu vas griller très rapidement ton réservoir de leads. Donc, l'idée, c'est vraiment en amont, avant de se lancer dans la prospection, de bien s'assurer que tu sais à qui tu t'adresses, ce que tu vas proposer, ce que tu peux apporter à ces gens-là. Donc, il y a plusieurs types de stratégies à mettre en place pour cibler correctement tes leads. La première, c'est tout simplement s'appuyer sur des personas, même si l'efficacité diminue, on va dire, au fil du temps. Mais c'est de se dire, OK, dans mes clients existants, je sais pas, par exemple, c'est des DRH de boîtes qui font partie du SBF 120. Ça, tu vas faire une petite analyse de tes clients existants. Tu sais, au bout d'un moment, tu as identifié quelle était la cible la plus réceptive en fait à ton offre. Donc après, tu vas essayer d'aller trouver des profils jumeaux à cette cible. Pour construire ton audience, tout simplement, enfin en tout cas, moi je bosse en B2B, donc j'utilise énormément Sales Navigator. Mais une fois que j'ai défini le persona et qu'on s'est assuré qu'effectivement ça fonctionnait bien auprès de ce persona, je vais aller sur Sales Navigator, définir une requête de recherche pour sortir tous les profils qui correspondent au profil que je veux sortir. Donc là, ça peut être des DRH en France, sur des boîtes qui ont entre 50 et 200 collaborateurs. Ça va être une première façon de faire ta cible. Là-dedans, je vous invite à utiliser les opérateurs booléens. Si vous faites vos requêtes sur Sales Navigator, ce qui va vous permettre d'exclure des profils qui ne correspondent pas forcément à votre requête. Si on reprend l'exemple des directeurs de ressources humaines, quand tu vas faire ta requête sans mettre d'opérateur booléen, par exemple, tu vas voir ressortir aussi des assistants de DRH, des assistants DRH ou des DRH adjoints. Et si ce ne sont pas des personnes que tu veux cibler, dans un premier temps, tu peux utiliser les opérateurs booléens pour les sortir de ta requête. Si tu es un peu plus pressé et que tu as un petit peu plus de budget, tu peux utiliser des outils qui vont le faire à ta place. Je pense notamment à EvaBoot. Je te coupe juste pour revenir sur le côté booléen. Est-ce que tu peux juste définir ça comme pour les gens qui ne connaissent pas? Yes. Les opérateurs booléens, ce sont des petits critères que tu vas mettre dans ton moteur de recherche. Ça doit être dans le champ mots-clés pour lesquels tu vas dire je veux autoriser ce type de profil à ressortir ou je ne veux pas autoriser ce type de profil à ressortir. Par exemple, si tu ne veux pas d'assistant dans ton ciblage, tu vas aller dans le champ mots-clés, tu vas taper note en majuscule et derrière, entre guillemets, assistant. Donc, ça va envoyer l'info à Sales Navigator que tu ne veux pas voir ressortir les assistants des DRH dans ta requête. Un truc aussi que j'observe beaucoup, c'est quand tu vas cibler des CEO. Donc, tu vas taper dans tes titres CEO pour faire ressortir des CEO et dans ta requête, tu vas avoir pas mal de bras droits de CEO qui vont ressortir, qui est un poste qui est en train de se développer. Donc, s'il ne faut pas partie de ta cible, tu vas aller dans ton champ mots-clés, tu vas taper note, entre guillemets, bras droit, et ça va te sortir tous ces profils de ta requête. Et après, tu peux multiplier en fait ces opérateurs booléens. Donc, tu peux dire note bras droit, and note assistant, and note chargé de projet. Enfin, en gros, tu vas mettre tous les termes que tu ne veux pas avoir ressortir dans ta requête, et ça va te cleaner ta requête. Après, tu as d'autres opérateurs booléens, comme par exemple le AND. Donc, c'est si tu veux associer plusieurs critères. Par exemple, je ne sais pas, dans ta requête, tu veux que des DRH, donc tu vas mettre que des DRH qui sont spécialisés sur, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Non, on va prendre un autre exemple parce que DRH, ça va pas. Moi, j'en ai Mettons, un ta pour requête, toi. c'est des responsables. Je te disais, j'en ai un pour toi. Moi, par exemple, j'utilise le fondateur et cofondateur, tu vois. Donc, à ce moment-là, tu mets end. Parce que Voilà,
Exactement, si tu veux sortir les fondateurs et les cofondateurs, bah, tu vas aller dans ton champ de recherche mot-clé, tu mets fondateur entre guillemets and cofondateur entre guillemets, et ça va te ressortir en fait tous les profils qui correspondent à tes critères de recherche. Il y a des tonnes d'articles en fait sur les opérateurs booléens. D'ailleurs, dans tout ce que je vais raconter aujourd'hui, il y a des tonnes de ressources en ligne qui sont accessibles. N'hésitez pas à les chercher sur le web. Petit conseil pratico-pratique, il y a Scalesia qui a ouvert une académie en ligne qui a genre une centaine d'heures de cours en accès gratuit. N'hésitez pas à aller vous balader dedans. Il y a il y a plein de conseils super fonctionnels et super simples à mettre en place qui vous permettront justement d'affiner votre ciblage ou de paramétrer votre boîte mail ou d'optimiser votre délivrabilité en fonction de l'objectif que vous avez. Mais ça, ce sont des ressources gratuites, donc c'est plutôt bête de s'en priver. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Et au-delà des opérateurs booléens, il y a des outils qui existent qui vont faire le job à votre place, comme par exemple EvaBoot, qui est un petit robot qui va aller checker que vos recherches LinkedIn, enfin Sales Navigator, correspondent bien à vos critères. Donc en fait, il va aller checker votre requête, il va vous ressortir un fichier Excel derrière, et il va vous dire, OK, bah, ce profil correspond bien à ta recherche, ce profil ne correspond pas à ta recherche. Et quand il vous identifie un profil qui ne correspond pas à votre recherche, il va vous donner les raisons pour lesquelles ça ne correspond pas à votre recherche. Parce que c'est pas la bonne industrie, parce que c'est pas la bonne fonction, parce que c'est pas le bon effectif. Enfin bref, il va vous donner les raisons pour lesquelles il considère que ce profil ne correspond pas à votre recherche. Après, libre à vous de le laisser ou pas dans votre fichier. Mais en tout cas, vous savez que le profil ne correspond pas entièrement à votre recherche et vous avez les raisons pour lesquelles ça ne correspond pas à votre recherche. Ce qui va être en plus sympa avec un outil comme EvaBoot, c'est qu'au-delà de cleaner, on va dire, votre requête de lead, il va vous enrichir les données et il va vous sortir notamment le nom de domaine de la boîte dans laquelle votre lead travaille. Et ça va être une donnée super importante derrière pour aller retrouver les emails. Si vous travaillez avec des outils comme Drop Contact, comme DataRosa, quand vous chargez un fichier dans lequel il n'y a pas de nom de domaine, généralement, les outils vont vous retrouver entre 15 à 20% d'adresses email en moins. Donc là, c'est pareil, c'est un peu bête de se mettre une balle dans le pied et de se priver de 15 à 20% de leads juste pour une histoire de nom de domaine. Alors après, si vous êtes un peu moins pressé, vous pouvez faire tout ça aussi avec Phantom Buster. Vous allez déjà scraper votre recherche. Donc là, par contre, je vous invite à utiliser des opérateurs booléens parce que Phantom Booster ne va pas vous dire si votre profil correspond ou non à votre recherche. Donc, bien paramétrer votre requête avec des opérateurs booléens. Ensuite, vous sortez la requête avec Phantom Buster et puis il existe un autre fantôme qui va aller retrouver les noms de domaine en fonction des profils que vous avez sortis. Donc, une fois que vous avez complété votre fichier, vous allez le passer dans un enrichisseur de data comme Drop Contact, comme Data Magma, comme Data Rosa. Et là, effectivement, avec les noms de domaine, vous aurez beaucoup plus de résultats que si vous n'aviez pas les noms de domaine rattachés aux leads pour lesquels vous faites des recherches d'adresse email. D'accord, justement, moi, EvaBoot, j'en ai entendu parler. Je ne connaissais pas. En termes de pricing, etc., ça tourne autour de combien? En fait, ça va vraiment dépendre du volume de recherche que vous faites. Alors en plus, ils sont super cool puisque tu peux tester en fait la solution avec 1000 crédits gratuits. Quand tu crées un compte, ils t'offrent 1000 crédits. Donc ça te permet de tester la solution. Moi aujourd'hui, dans le cadre des activités de l'agence, on a un forfait, je crois, de 50 000 recherches par mois. C'est 149 $. 20 000 recherches par mois, c'est 99 $. Si je dis pas de conneries, les 1000 recherches par mois, ça doit être 30 $. Donc certes, ça a un coût, mais ça reste largement accessible. Et une fois de plus, ça fait gagner énormément de temps. Le process de retrouver, pareil, les noms de domaine et puis d'enrichir un petit peu les leads sans aller jusqu'à l'email, vous pouvez le faire à travers des séquences, des scénarios sur Captain Data, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que si vous passez par EvaBoot. Donc une fois de plus, bah, c'est en fonction de votre budget, en fonction du temps que vous pouvez y allouer, etc., etc. Mais dans une optique de, on va dire, productivité, on n'a pas forcément de temps, mais on a un peu de budget. Je vous invite vraiment à prendre EvaBoot qui va vous faire gagner énormément de temps et au moins vous vous assurez que votre requête, en tout cas que les leads que vous sortez, ils correspondent bien à votre requête. Et derrière, ceux qui ne correspondent pas à votre requête, vous avez le choix de les laisser ou de les supprimer du fichier. Après, chacun fait comme il veut. En tout cas, vous avez toutes les informations. C'est vrai que c'est assez clair. Après ça, une fois que tu as fait ça, je pense que tu as quand même un fichier qui est assez exploitable. Et pour toi, tu partirais, tu m'as dit, sur des batchs entre 25 et 50 pour tester, c'est ça?
C'est ça, généralement. Alors, à 25, c'est quand on est sur des cibles assez petites en termes de volume. Où effectivement, bah, là, l'idée, c'est de pas se griller. Donc, on sait qu'on va avoir, je sais pas, par exemple, 500 ou 1000 leads pour un client dans sa globalité. Donc, on va les tester sur des batchs de 25 personnes. Après, quand on a un peu plus de, quand on a un peu plus de volume en termes de leads, on va les tester sur des batchs de 50 personnes. Et généralement, sur les phases de test, on va faire tourner entre 5 à 6 séquences différentes, donc soit sur 25, soit sur 50 personnes. Et puis derrière, on va commencer à en tirer des enseignements. On va monter progressivement le volume des batchs parce qu'on a des résultats qu'on estime satisfaisants. Et derrière, on continue à contrôler les résultats, on va dire, de la seconde salle de test, entre guillemets. Puis une fois qu'on a validé finalement que l'approche était pertinente et qu'elle fonctionnait bien, on va aller sur des plus grosses échelles. Mais une fois de plus, aller sur des plus grosses échelles, ça ne veut pas dire shooter 10 000 personnes, hein. Je sais pas, par client, on doit par mois peut-être contacter au global entre 350 et 500 leads sur des clients qui ont des volumes de leads, des réservoirs de leads assez importants. Mais une fois de plus, c'est pas de se dire on fait énormément de volume pour assurer un nombre minimum de rendez-vous. L'optique, c'est plutôt de se dire on fait des petits volumes, on optimise et on sait qu'en optimisant, bah, à terme, on va assurer un nombre minimum de rendez-vous sans forcément avoir besoin d'aller shooter des 5 000, 10 000 personnes pour pouvoir trouver 20 rendez-vous à nos clients, quoi. Et justement, disons que tu fais, on va dire 300 leads, que tu shootes 300 mails par mois, ou tu contactes 300 personnes. Quel est le taux de réponse? Quel est le taux de rendez-vous? Est-ce que tu as une moyenne? Je sais que ça varie beaucoup, mais tu as une petite idée de chiffre, quoi. Ça va dépendre en fait de la cible à qui tu t'adresses. On va prendre un exemple très parlant que j'aime bien parce que je travaille pas mal sur ces cibles-là. Mais si tu prends les DRH, c'est des gens qui sont sursollicités d'un point de vue commercial, que ce soit par mail, que ce soit par LinkedIn, par téléphone, parce que tu veux, ils sont sursollicités. Donc sur une cible comme des DRH, si tu arrives à obtenir, on va dire, 10-15% de taux de retour, c'est plutôt pas mal. Alors de retour positif, hein, parce qu'après, tu peux monter des campagnes où tu peux obtenir 40% de taux de retour et les 40%, c'est des gens qui t'insultent parce qu'ils en ont marre de recevoir tes messages. Donc là, quand je parle de taux de retour, c'est des taux de retour positifs. Mais si tu arrives à avoir 10%, 10-15% de taux de retour, c'est plutôt très bien quoi, sur une cible qui est sursollicitée. Après, là, j'ai bossé pour une startup de l'EdTech il y a quelques mois où la cible, c'était des profs. Alors, la particularité des profs, c'est que c'est assez complexe de retrouver leur adresse email parce que généralement, c'est une construction un peu à la con où tu vas avoir le prénom et le nom de la personne, plus un chiffre, plus arrobase académie, la vie de l'académie.fr. Donc, bref, c'est l'enfer. Donc, ces gens-là, on allait les démarcher que par LinkedIn. Et LinkedIn, honnêtement, c'était un peu l'Eldorado il y a 18-24 mois où tu pouvais avoir des campagnes, mettre en place des campagnes sous prospecting qui s'appelait même pas Wallexy à l'époque et pour lesquelles tu avais 40 ou 50% de taux d'acceptation. Mais ça, c'est pareil, ça s'est énormément démocratisé. Donc, en fait, on voit que les chiffres commencent à baisser fortement. On va plus tourner sur des bonnes campagnes aujourd'hui à 30-35% de taux d'acceptation. Et pour revenir sur mon exemple des profs, c'est des gens qui n'étaient absolument pas sollicités d'un point de vue commercial. Donc, on a fait tourner des campagnes sur LinkedIn. On a eu du 60% de taux d'acceptation. En 3 mois, on a généré 90 rendez-vous. Mais ça, une fois de plus, c'est parce que c'était une cible qui n'était pas sollicitée. C'est parce que le produit qui était proposé, le service qui était proposé répondait à un vrai besoin chez les profs. Donc oui, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, sur des cibles qui vont être beaucoup sollicitées, sur du LinkedIn, si tu as 20% de taux d'acceptation, 25 ou 30%, on va dire 30%, c'est bien. Sur du cold email, sur des cibles sollicitées, si tu as 10-15% de retour positif, c'est plutôt pas mal, quoi. Après, sur des cibles qui ne sont pas sollicitées, bah, tu peux envisager de monter à 25-30% de retour positif. Mais là, ça va vraiment être au cas par cas, ça va dépendre de la cible à laquelle tu t'adresses et puis aussi du produit ou de l'offre que tu promeus, quoi. Faut que c'est une vraie utilité pour la cible, que tu répondes à un vrai besoin, à une vraie douleur. Et plus tu vas répondre à un besoin, plus tu vas répondre à une douleur, plus il y a de chances que tes campagnes performent. Et puis en termes de taux d'ouverture, ça, je pense que c'est plus ou moins indépendant de la cible. C'est vraiment à base de tests et sur la formulation de tes objets. Mais sur des bonnes séquences de cold emailing, tu peux envisager d'arriver à 65, 70, voire 75% de taux d'ouverture si c'est bien fait, quoi. C'est vraiment pas mal quand tu me donnes ces taux-là. Généralement, moi, avant, on va dire quand j'ai commencé à m'intéresser au tout début à l'emailing, c'était encore l'approche fais le bourrin et tu verras. Et on va dire, à force de tirer, ça viendra.
c'est l'approche mitrailleur, on va dire, par rapport au côté sniper. Ici, toi, tu optes plus pour le côté que j'appelle moi sniper. Donc, tu identifies bien ta cible, tu l'étudies, et puis là, tu shootes. Et généralement, c'est vrai que on connaît tous les qualités d'un bon sniper. C'est au final lui le héros, c'est lui qui réussit vraiment à avoir les meilleurs résultats. Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Et les taux que tu me dis là sont vraiment intéressants. Pour ne pas faire Mais trop long. une fois de plus, c'est des moyennes. Je pense pas qu'il y ait de vérité. Là, par exemple, pour un client, on bosse sur une cible qui sont des DRH. Quand je vais m'adresser à des structures privées, des plutôt gros groupes, généralement, les taux d'ouverture vont tourner entre 50 et 60% et les taux de retour vont tourner entre 12 à 15%. Sur ce même client, pour promouvoir la même offre, je vais aussi m'adresser aux DRH de structures publiques. Bah là, les taux d'ouverture, c'est 30% et puis les taux de retour, c'est 7%. Alors qu'in fine, c'est le même profil en fait de personnes. Par contre, il y en a un, il bosse dans les structures privées, il y en a un autre, il bosse dans les structures publiques. Donc peut-être pas forcément le même budget, peut-être pas forcément le même pouvoir de décision. Et du coup, ça se ressent beaucoup justement dans les campagnes en fonction de la cible à laquelle tu t'adresses, quoi. D'accord, donc c'est vrai que voilà, c'est pas des chiffres arrêtés. Il faut comparer en fait et toujours garder en vue le contexte et ta cible, parce que sinon tu vas péter les plombs. Le meilleur moyen de toute façon pour progresser, ça va être de tester, quoi. Effectivement, tu vas mettre en place une première campagne, bah, tu as des très bons chiffres, je sais pas, tu as 70% de taux d'ouverture et 20% de taux de retour. Bon, bah, très bien, impec, continue comme ça. Après, si tu n'es pas satisfait de tes objets et de ton taux de réponse, bah, retravaille tes objets, retravaille ton texte dans ton message, ton call to action, et puis fais plusieurs tests, quoi. Et c'est comme ça que tu vas progresser derrière et que tu vas optimiser finalement tes différents taux. Et puis après, les taux, ça reste des métriques, on va dire, quelque part des vanity métriques, parce que c'est génial hein, de dire, ouais, j'ai fait 70% de taux d'ouverture, 40% de taux de retour, mais si derrière, tu signes rien, on s'en fout, quoi. Ce qu'il faut derrière, c'est que tu trouves ton compte aussi en termes de résultats opérationnels, de rendez-vous générés, de chiffre d'affaires généré. Bah, pour le coup, là, les métriques deviennent un peu accessoires, entre guillemets, quoi. Si toi, derrière, tu es satisfait parce que tu génères du chiffre d'affaires, quand bien même ta campagne, elle fait 40% de taux d'ouverture et puis 7% de taux de retour, mais si derrière, tu génères un chiffre d'affaires conséquent, ça peut te donner satisfaction. Par contre, ça peut te donner aussi l'indication qu'avec des taux moyens, tu arrives à remplir tes objectifs. Donc, si tu optimises ta campagne pour monter les taux d'ouverture, monter les taux de retour, bah derrière, tu vas faire exploser ton chiffre d'affaires, quoi. Et j'ai pas envie de faire trop long sur cette, enfin, parce qu'il y a encore trop de trucs à dire, mais c'est une partie vraiment intéressante. Donc, ici, quand je compare en fait le côté, quand tu me dis le côté batch que tu fais, donc avec des petites séquences sur 25 à 50 personnes, c'est vrai que le benchmarking devient de plus en plus facile parce qu'au final, tu as un échantillon assez représentatif. Donc, on va dire, tu as testé sur deux trois segments, tu as testé trois séquences, ça te fait directement une histoire qui est presque 9 ou 10 combinaisons différentes. Et donc, tu vois directement en fait ceux qui vont se distinguer. Et au final, à force de tester, bah, tu as un benchmark qui est assez intéressant, je trouve. Tu n'as pas besoin vraiment de te comparer au marché. Il suffit de comparer tes différents tests entre eux. Et c'est assez clair au final. Ouais, non, mais c'est clair, et des fois, c'est des trucs à la con, hein. Je vais reprendre l'exemple là, d'un client chez qui on bosse en ce moment. Le premier objet de l'email d'introduction de la séquence, il y avait deux objets en fait. Le premier objet, c'était introduction, nom du client. Le deuxième objet, c'était présentation, nom du client. Introduction, nom du client, 17% de taux d'ouverture. Présentation, nom du client, 77% de taux d'ouverture. Et là, c'est juste un mot à la con, quoi. Enfin, c'est juste un petit mot à modifier. Mais ça, si on l'avait pas testé, ben, on l'aurait jamais identifié, quoi. C'est ça, donc au final, Donc, c'est vraiment, j'insiste, mais sur le côté test, n'hésitez pas, quoi. Et je pense qu'il y a personne qui a trouvé la bonne formule du premier coup, quoi. Ou alors, il a eu vraiment un gros coup de chance. Mais généralement, c'est plutôt à base de tests que vous allez optimiser vos campagnes. ça va. Donc, pour résumer le côté ciblage, il y a voilà, Eva Boot, ça c'est pour enrichir et cleaner. Mais le côté le plus important pour moi, c'est de un, tu testes. Et de deux, pour ne pas cramer ton réservoir de leads, tu testes sur des petits batchs, donc entre 25 et 50. On va dire c'est une petite moyenne que tu donnes ici. Chacun a lui de voir en fonction de son réservoir. Et tu testes petit à petit et on passe. J'aimerais passer Exactement.
Dis-moi. Exactement. Après, juste pour terminer sur Sales Navigator, alors ça, c'est plutôt pour les gens qui font du B2B, mais tous les filtres de recherche sur Sales Navigator ne se valent pas. C'est pareil, vous avez des cours sur Internet, vous tapez filtre recherche Sales Navigator, vous allez tomber sur des cours ou des tutos qui vont vous expliquer quel filtre utiliser et quel filtre ne pas utiliser entre guillemets parce que la précision va être plus ou moins aléatoire. Mais par exemple, un truc tout con, vous avez sur Sales Navigator la possibilité de saisir une fonction ou de saisir un titre pour aller taper différentes fonctions dans vos cibles. Privilégiez plutôt le champ titre qui va être vraiment plutôt pertinent. Le champ fonction, il est assez peu pertinent finalement. Et derrière, ça va vous sortir des requêtes qui vont être bancales. Mais après, ça, c'est pareil. Allez sur Internet, tapez filtre Sales Navigator et vous allez trouver des ressources qui vont vous expliquer comment tout ça fonctionne. Parfait. Merci pour le petit tips. C'est vrai que voilà, il y a beaucoup de filtres, donc c'est intéressant de regarder ceux qui se valent et ceux qui sont moins performants. J'aimerais passer au côté, voilà, maintenant on a bien ciblé, etc. Il y a des gens qui vont directement se ruer sur le côté emailing, l'envoi de mails, etc. Mais il y a quelque chose de très important à faire avant, c'est d'optimiser sa délivrabilité. Qu'est-ce que tu... Exactement. Alors, pour optimiser la délivrabilité d'une boîte mail, il y a plusieurs enregistrements DNS à programmer. Il y a trois principaux en fait enregistrements DNS à programmer. Ça va être le SPF, le DKIM et le DMAR. C'est sans rentrer dans les détails, mais c'est des petites lignes de code grosso modo qui vont permettre aux fournisseurs de messageries internet que vous allez solliciter dans le cadre de vos campagnes de cold emailing de bien vous identifier et puis surtout d'identifier le fait que vous ne soyez pas spammer et que vos messages ne tombent pas en spam. Donc ça ça va vraiment être important en fait à aller paramétrer. Donc vous créez, en gros, vous achetez un nom de domaine avec un hébergement. Derrière, la première chose à faire, ça va être de créer l'enregistrement SPF. Donc l'enregistrement SPF, c'est une petite ligne de code qui peut varier en fonction de l'hébergeur chez qui vous êtes. Là, je peux vous montrer vite fait un exemple sur Google. Si on prend l'exemple d'une boîte mail qui est hébergée sur Google. OK. Donc là, sur l'écran que vous voyez, c'est l'exemple d'un nom de domaine qui est hébergé sur Yonos et les boîtes mail sont faites sur Google Workspace. Donc pour paramétrer l'enregistrement SPF, c'est assez simple en fait, c'est cette petite ligne de code qui est à saisir là. Donc là, c'est pareil, vous allez sur Google, vous tapez enregistrement SPF, boîte Gmail, il va vous sortir toute la démarche à faire et notamment cette petite ligne de code à intégrer dans la valeur. Donc en gros, l'enregistrement SPF, c'est un enregistrement texte. Comme ça concerne la boîte mail, le nom d'hôte, ça va être un arrobase. Derrière, vous Agrandir la mettez fenêtre, cette ligne Adrien? de code. Comment? Est-ce que tu peux agrandir la fenêtre comme ça? Malheureusement, ça va pas agrandir le champ dans Ouais, Ionos. ça va, ça Je va. vais vouloir, Ça sert à rien, ça va. je vais vouloir mettre là en haut. Voilà, le champ, c'est ça en fait. Tac. Mais ça, c'est pareil, ça va varier en fonction de chez qui vous êtes. Si vos boîtes mail elles sont hébergées chez OVH, par exemple, ça va pas être tout à fait ça. Donc là, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre hébergeur, en fait, qui vous donnera la petite ligne de code à mettre dans la valeur. Et puis derrière, vous créez cet enregistrement. Une fois que vous avez créé cet enregistrement, vous allez attendre entre 48 à 96 heures pour passer au deuxième enregistrement à créer qui est le DKIM. Pour créer un enregistrement DKIM, si vous êtes dans la configuration où vos boîtes mail sont hébergées sous Google, c'est pareil. En fait, vous allez avoir toute la démarche qui est fournie par Google. Donc, le premier truc, ça va être de générer en fait la clé DKIM. Pour générer la clé DKIM, vous allez vous rendre sur votre console d'administration. Moi, je suis désolé, c'était pas connecté, donc on prend un Non, peu de temps. il n'y a pas de souci. Dans la console d'administration, vous allez aller sur Applications ici, Google Workspace, Gmail. Et donc, vous allez arriver sur une brique qui s'appelle Authentifier ses emails, configurer l'authentification des messages entre parenthèses DKIM. Vous cliquez dessus. Et en fait, quand vous allez arriver ici, si vous n'avez jamais paramétré de DKIM, ce champ-là va être vide. Ce champ-là va être vide. Vous cliquez sur Générer un nouvel enregistrement. Donc, ça va générer en fait un champ de ce style-là.
vous avez deux valeurs. Vous avez la valeur de l'enregistrement et le nom d'hôte. Donc derrière, on va retourner dans notre console d'hébergement, donc là, Ionos. Et alors là, j'avais déjà créé, mais en gros, c'est pareil, c'est un enregistrement texte à créer. Donc, vous allez sélectionner texte. Dans le nom d'hôte, vous allez reprendre la valeur que vous donne Google. Donc là, en l'occurrence, c'est google._domain key. Dans la valeur, vous allez reprendre, vous allez copier-coller la valeur qu'on vous donne ici. Vous la mettez là, vous laissez en TTL 1 heure. Et voilà, je ne vais pas faire enregistrer parce qu'il y en a un déjà existant, mais vous faites enregistrer et c'est pareil, votre enregistrement DKIM est créé. Donc, pour récapituler, on fait l'enregistrement SPF. Une fois qu'on a fait l'enregistrement SPF, on attend entre 48 à 96 heures pour aller créer l'enregistrement DKIM sur sa console d'administration Google. Ou si vous êtes une fois de plus chez un autre hébergeur, rapprochez-vous de lui, il doit vous donner une procédure pour vous expliquer comment faire et générer votre clé DKIM. Une fois que vous avez cette clé DKIM, vous retournez dans les enregistrements DNS et vous enregistrez la clé DKIM. Une fois que ça c'est fait, vous allez attendre à nouveau 48 à 72 heures. Puis on va créer un troisième enregistrement qui est l'enregistrement démarre. Cet enregistrement démarre, en fait, comme pour les autres, si vous bossez sur des boîtes Google Workspace, vous tapez créer enregistrement démarre Google, vous avez toute la procédure qui va être spécifiée. D'ailleurs, on va le faire vite fait ici. Voilà, vous avez toute la procédure qui est spécifiée. Et en fait, un enregistrement démarre, il peut avoir plusieurs critères. Plus vous allez mettre, on va dire, des contraintes fortes pour rejeter les spammers et vous être identifié comme une boîte clean, plus vous allez avoir de critères. Là, vous avez dans les balises d'enregistrement, toutes les balises d'enregistrement qui sont possibles, donc dans cet article, qui sont possibles de mettre dans un enregistrement démarre. Honnêtement, au démarrage, prenez le truc le plus simple possible. Le truc le plus simple, c'est celui-là, où vous allez spécifier une valeur démarrin. Dans la propriété P, vous mettez none. Rua mail to, c'est l'adresse email sur laquelle vous voulez qu'on vous envoie les rapports de démarre. Donc là, vous mettez soit votre adresse email, soit une autre adresse email spécifique pour recevoir ces rapports, mais qui est liée à votre domaine. Et derrière, c'est pareil, ça va vous créer donc ce petit enregistrement-là, assez simple. Et donc, pour aller le créer, on retourne sur son hébergeur, ajoute un enregistrement. C'est un champ texte également. D'ailleurs, c'est précisé là chez Ionos que les trucs texte, merde, je vais aller trop vite, que les enregistrements texte, c'est pour du démarre ou pour du DKIM. Donc, vous choisissez celui-là. Dans nom d'hôte, vous allez mettre underscore démarre et dans valeur, vous allez reprendre la valeur de base. Donc là, on a pris un enregistrement de base, mais vous pouvez tout à fait enrichir cet enregistrement. Je vous laisse consulter toutes les balises ici. Donc vous allez reprendre la valeur de base et pensez bien à changer l'adresse email. Parce que si vous ne changez pas l'adresse email, vous n'allez jamais recevoir vos rapports. Et ça, c'est pareil, je ne vais pas l'enregistrer parce que c'est déjà fait. Mais après, une fois de plus, vous cliquez sur enregistrer. Et là, vos 3 enregistrements DNS principaux pour optimiser la délivrabilité, on va dire, de votre boîte mail sont paramétrés. Il y a un 4e enregistrement qui convient de paramétrer. Alors là, on ne va pas le traiter ici parce qu'il faut que vous ayez vos propres serveurs. Puis la démarche va dépendre de chez qui vous êtes, mais c'est le reverse DNS. Ça peut aussi s'appeler l'enregistrement PTR. C'est un autre enregistrement qui va optimiser la délivrabilité de vos campagnes d'email, notamment en permettant aux serveurs et aux fournisseurs de messagerie Internet de vous identifier correctement. Mais ça, une fois de plus, quel que soit votre hébergeur, ils sont censés vous fournir une procédure lorsque vous leur demandez. D'ailleurs, en termes d'hébergeurs, je ne vais pas faire de pub ou de mauvaise pub à des hébergeurs, mais privilégier un hébergeur sur lequel le support client est réactif. Vous avez aujourd'hui en France des grosses boîtes d'hébergement pour lesquelles vous allez solliciter le support client pour un problème X ou Y et qui peuvent mettre 3 à 4 mois à vous répondre. Ça, en 2022, c'est plus possible, quoi. Donc, privilégier vraiment, même si c'est des plus petits hébergeurs, privilégier des hébergeurs qui vont être réactifs, qui ont un support client réactif et qui
vous apporteront les réponses à vos questions. Tout comme c'est plus possible de juste balancer un lien vers un article en disant bah tiens, faut faire comme ça, démerde-toi. Non, je pense qu'ils peuvent faire une petite procédure, ça prend pas énormément de temps et derrière ça donne satisfaction à tout le monde. Donc ça c'est vraiment important. En fait, c'est Est-ce la que tu as des première partie hébergeurs pour à nous optimiser la conseiller? délivrabilité. Je n'ai pas d'hébergeur en particulier. Moi, je bosse beaucoup sur Yonos parce que les tarifs sont pas chers et parce qu'ils sont super actifs en termes de service client. Je bosse aussi avec Bondi, avec Hostinger. Enfin, je bosse pas avec, mais ça a été imposé entre guillemets par un de mes clients Google Domain. Après, j'ai pas, enfin voilà quoi, il y a plusieurs hébergeurs sur le marché. L'un des critères importants pour moi, c'est qu'il soit réactif en termes de support client parce que si tu as un problème, il faut pouvoir résoudre ton problème assez rapidement. Et donc, une fois que tu as programmé en fait tes 3 ou 4 enregistrements DNS, ce que tu vas faire, c'est préchauffer ta boîte mail. Donc pour préchauffer ta boîte mail, il y a plusieurs solutions. Le préchauffage de la boîte mail, en fait, ça va permettre aux autres serveurs de messagerie Internet d'identifier ta boîte mail comme une boîte mail étant gérée par un humain. Donc la solution la moins coûteuse, on va dire, mais la plus chronophage, c'est de créer une quinzaine ou une vingtaine d'autres adresses email chez des Yahoo, des Gmail, des Outlook, bref, en multipliant, on va dire, les noms de domaine et les nombres d'hébergeurs et de faire interagir ces adresses email entre elles pendant 10 à 15 jours, même plus 15 à 20 jours que 10 à 15 jours d'ailleurs, pendant 15 à 20 jours. Donc, tu envoies un mail depuis ta boîte mail que tu viens de créer à une autre boîte mail. Tu vas sur l'autre boîte mail, tu réponds à ce mail, etc. Bref, tu crées des interactions. Alors ça, je vous cache pas que c'est super chronophage. Si vous utilisez un outil de cold emailing comme par exemple Lemlist, les propose un service de préchauffage. Donc après, c'est un peu bête de prendre une liste juste pour du préchauffage. En tout cas, si vous envisagez derrière d'utiliser cet outil dans le cadre de vos campagnes, utilisez la fonctionnalité de préchauffage qui va être assez intéressante. Et en fait, ça va être super intéressant parce que ça fait le job à votre place. Par contre, ça a un coût, Lemlist, ça a un coût. Donc voilà, faut pas prendre juste la mise pour faire du préchauffage. Il y a d'autres services qui existent qui font que du préchauffage. Utilisez Lemwarm, donc le service de préchauffage de Lemlist, si vous allez utiliser Lemlist par la suite pour router vos campagnes. On peut parler aussi de Gmas. Gmas, c'est un service qui est fourni par Google et qui va vous permettre de préchauffer vos boîtes mail de façon gratuite et totalement automatisée. On va aller regarder. Je vais repartager mon écran et on va aller regarder un petit peu comment ça marche. Donc, c'est assez simple en fait pour vous inscrire à Gmas. Vous allez sur leur site. Donc, si vous avez jamais utilisé le service, vous faites Add to Gmail, il va vous demander de télécharger une petite extension et puis de créer un compte. Si vous avez déjà utilisé le service, vous savez comment ça marche. Vous avez juste à vous identifier. Derrière, vous allez aller dans les paramètres. Et donc, vous avez plein de briques qui vont apparaître, notamment une brique Email Warm-up. Donc, vous cliquez Email Warm-up et il vous dit OK, est-ce que vous confirmez le warm-up? Oui. Et derrière, il va vous proposer des critères. Donc, il vous dit qu'il va commencer par envoyer 2 emails par jour, puis qu'il va augmenter ce quota de 2 emails par jour jusqu'à arriver à un maximum de 200 messages par jour. Et il vous propose qu'il y ait une réponse de votre part sur 30% des messages que vous recevez. Vous pouvez laisser ces critères-là, il n'y a pas besoin de les changer, c'est très bien. Une fois que ça c'est fait, vous faites Save Warm-up. Et derrière, en fait, la procédure de préchauffage va se mettre en marche toute seule, entre guillemets, et vous n'avez rien à faire. Donc là, c'est pareil, vous laissez interagir votre boîte mail avec toutes les autres boîtes mail qui sont inscrites à ce service GMS. Et ce qui va être intéressant, c'est comme c'est un service proposé par Google, vous avez des millions et des millions de boîtes mail qui sont inscrites à ce service. Donc ça va vous permettre d'échanger avec des serveurs qui sont à peu près hébergés partout dans le monde chez n'importe qui, entre guillemets. Donc, ça va vraiment vous permettre d'échanger avec une liste exhaustive de serveurs de messagerie Internet et ça va vous permettre de préchauffer votre boîte mail une fois de plus sans avoir à faire l'étape manuelle qui va vous bouffer un temps monstre. Ce qui peut être intéressant si vous n'avez pas de budget, hein, mais une fois de plus, créer 15 boîtes mail et les faire interagir entre elles tous les jours pendant 15 à 20 jours, c'est un petit peu chronophage quand même.
Donc ces services-là vont le faire pour vous. Le service Lemwarm, c'est utilisez-le si vous utilisez Lemlist parce que c'est compris dedans. Et puis le service Gmas, bah, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous utilisez une boîte mail qui est hébergée sur Google Workspace. Après, pour ceux où ça va pas être possible d'utiliser Gemas, il y a un autre truc qui s'appelle Warminbox, je crois, et qui propose un service de préchauffage. Ça doit être à 7 dollars par mois, donc ça reste beaucoup plus accessible qu'un Lemwarm qui est à 29 dollars par mois de mémoire. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser Gemas, vous pouvez vous tourner vers Warminbox. Je voulais juste revenir sur, voilà, ici, tu nous as vraiment fait le tuto complet. Donc après ça, ta délivrabilité, elle est au max. Moi, en ayant cherché, justement, c'est ce que je fais parce que d'après les résultats et de ce que j'ai vu, c'est vraiment les 4 points qu'il y a à faire. Mais je voulais juste que tu reviennes sur pourquoi il faut mettre le SPF, le DKIM, le démarque. C'est quoi, pourquoi on en a 3 et pas un seul, quel est leur intérêt, des petites définitions assez courtes. Bah, sans rentrer dans les détails, mais ce sont des enregistrements qui sont définis, on va dire, comme pseudo-obligatoires par les serveurs de messagerie Internet. Et toutes les boîtes mail, en fait, qui n'ont pas ces enregistrements, vont être considérées comme des spammers. Typiquement, vous avez, enfin, je pense qu'on a tous déjà reçu des scams. Cliquez sur ce lien-là pour récupérer 100 000 euros, ou vous avez oublié de payer votre commande, cliquez sur ce lien-là. Voilà, ça, c'est des boîtes mail qui sont créées à la volée, qui sont pas du tout paramétrées, donc il n'y a pas tous ces enregistrements derrière. Et ça va permettre justement au service de messagerie d'identifier ces messages comme étant des spams. Donc le problème, c'est que si vous paramétrez pas correctement vos enregistrements DNS, et une fois de plus, même si c'est des noms un peu compliqués, entre guillemets, la procédure n'est pas compliquée, vous avez tout sur Internet, si vous le faites pas, il y a de fortes chances derrière qu'on vous identifie comme spammer. Et une fois que vous êtes placé sur des blacklists, c'est assez compliqué d'en sortir. Et puis, ça va flinguer en fait tout votre nom de domaine. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous êtes placé sur une blacklist, vous avez trop été identifié comme spammer et que vous êtes placé sur une blacklist, toutes les adresses email rattachées à votre nom de domaine ne fonctionnent plus et vous allez connaître des problèmes également avec votre site internet. Ce qui m'amène d'ailleurs à un autre sujet, c'est si vous faites du cold emailing ou du mailing de masse, ne le faites jamais sur votre nom de domaine que vous utilisez au quotidien. Par exemple, je ne sais pas si on va prendre mon exemple, mon nom de domaine, même si j'ai pas de site internet, c'est anissé.co. Mes campagnes de cold emailing, elles partent du nom de domaine anissé.com. La différence est très fine et finalement les gens ne font pas la différence quand ils reçoivent le message. Mais le truc, c'est que le jour où j'ai un problème ou si je touche du bois, c'est pas arrivé, mais si je suis identifié comme spammer et que je suis blacklisté, j'ai juste à désactiver mon nom de domaine anissé.com et ma boîte mail que j'utilise tous les jours dans le cadre de mon taf, ou si j'avais un site internet qui proposait mon offre, il reste en ligne, la boîte mail elle reste fonctionnelle. Si j'ai des collaborateurs, leur boîte mail elle reste fonctionnelle. Et finalement, on va contenir le problème du blacklistage au nom de domaine concerné. Là, j'ai un client, enfin un client, c'est pas un client, j'ai une personne qui m'a appelé la semaine dernière pour me dire, bah ouais, on a fait partir des milliers de mails avec un logiciel pas forcément adapté. On commence à être identifié. Alors, ils sont pas encore en blacklist, ils sont sur des listes jaunes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que tu peux faire, c'est arrêter déjà de faire de la prospection sur ton nom de domaine, créer un autre nom de domaine, l'optimiser pour la délivrabilité et reprendre tes campagnes de prospection avec un outil adapté. Ça aussi, c'est pareil, il faut qu'on en parle un petit peu, mais avec un outil adapté. Et derrière, effectivement, tu laisses peinard ton nom de domaine que tu utilises tous les jours et tu ne sollicites pas dans le cadre de tes campagnes de prospection parce que tu peux t'exposer. Si c'est pour une raison X ou Y, hein, si tu as trop ciblé, si c'est mal fait, si c'est pas correctement paramétré, derrière, tu te retrouves dans des blacklists. Et puis, une fois que tu es dans des blacklists, c'est très compliqué d'en sortir. Et puis, ça a un vrai impact sur ton travail de tous les jours, quoi. Tes boîtes mail, elles sont plus accessibles, ton site internet, il est plus accessible. Donc, la solution la plus simple, c'est acheter un nom de domaine avec une terminologie qui est proche du vôtre, créer une boîte mail dédiée à ça. Ça doit coûter en tout et pour tout, si vous passez sur un truc type Yonos, le nom de domaine, vous devez pouvoir en trouver à 1 euro par an, 1 euro hors taxe par an. Vous créez votre boîte mail sur Gmail, ça doit être l'offre la plus basse, ça doit être 5 euros par mois. Donc pour en gros 60 euros à l'année, vous avez une boîte mail qui est dédiée à la prospection. Et derrière, vous évitez un tas de problèmes en termes d'affichage de votre site internet, de fonctionnement de vos boîtes mail et de celles de vos collaborateurs.
Donc, c'est vraiment important. Et je finirai sur l'outil aussi, enfin, c'est pas privilégié, c'est si vous faites du cold email, prenez des outils qui font du cold emailing. La personne que j'avais en ligne me disait, bah ouais, moi je fais du cold email avec Mailchimp. Donc forcément, ça va pas aller. En gros, vous avez deux types d'outils. Vous avez, on va dire, des outils d'email marketing, type Mailchimp, type Sendinblue, vous allez utiliser pour envoyer vos newsletters à plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes. Et puis derrière, vous avez des outils de cold email. La spécificité de l'outil de cold email, c'est qu'il va simuler un envoi humain des messages. C'est-à-dire que si vous lui dites, bah, moi, je vais envoyer aujourd'hui 150 messages dans un créneau horaire défini, contrairement à un Mailchimp, il ne va pas envoyer les 150 messages en 10 secondes. Et il va se dire, bah, OK, sur les 150 messages, j'en envoie un à 8h01, j'en envoie un à 8h04, j'en envoie un à 8h07, et ainsi de suite tout au long de la journée. Et en fait, il va simuler l'activité humaine, une activité humaine pour votre boîte mail, ce qui va vous permettre aussi d'optimiser votre délivrabilité. Si derrière, vous faites partir des campagnes et qu'il y a 150 ou 200 messages qui partent en 4 secondes de votre boîte mail, tous les fournisseurs de mails derrière, ils vont vous identifier comme des spammers, notamment ceux avec lesquels vous n'avez jamais échangé. Et dans le cadre du cold emailing, on est souvent amené à échanger avec des boîtes mail avec lesquelles nous n'avons jamais échangé. Donc, c'est vraiment important. Optimisez votre délivrabilité, enfin, faites un mot ciblage, optimisez votre délivrabilité, choisissez un outil adapté à ce que vous faites derrière. Donc, tu as parlé justement pour le côté email marketing, tu as parlé de Sendinblue et Mailchimp, mais du côté email, du cold emailing, et quel outil tu conseilles? Alors, il y a plein d'outils, enfin, il y a plein d'outils, il y a des outils très bien. Lemlist, c'est très bien, je trouve que c'est un peu cher, mais pour moi, c'est l'outil le plus complet et on va dire en termes d'ergonomie, c'est vraiment sympa à utiliser. Ça va vous donner tout un tas d'informations et puis vous pouvez avoir une utilisation qui est vraiment souple. Genre, hop, je me balade sur LinkedIn, ah tiens, ce prospect-là, enfin, ce profil-là, il m'intéresse. En 2 clics, vous le rajoutez à une campagne, ce qui n'est pas forcément possible avec d'autres outils qui vont fonctionner plutôt à base d'export CSV. Donc Lemlist très bien, vous avez Woodpecker aussi qui est très bien. Moi j'aime beaucoup Emailia. Emailia en fait c'est un outil qui va vous permettre de faire du cold emailing, qui ont développé une petite extension donc qui vous permet d'avoir une utilisation assez souple. Typiquement l'exemple que je viens de vous donner, c'est là je vois un profil qui m'intéresse, bam, je rajoute dans une campagne. Ça c'est possible. Et Emailia, bah, c'est 19 € pour 3 adresses email par mois. Donc c'est vraiment pas cher. Je crois que de mémoire, si vous voulez même rajouter derrière d'autres adresses email, ça doit être 5 ou 6 € supplémentaires par adresse email. Donc en gros, vous avez un outil qui vous permet de faire du cold emailing pour 7 € par mois, 6 ou 7 € par mois. Donc ça va être assez sympa à utiliser. Et bon, alors effectivement, après, en termes d'ergonomie, c'est un peu différent des autres outils, mais ça passe très bien. Moi, j'ai aucun problème à l'utiliser. Et pour des gens qui démarrent, qui veulent pas mettre un gros budget ou qui n'ont pas forcément les moyens, c'est vraiment l'outil que je conseille parce qu'il est pas cher. Et finalement, dans la finalité de ce que vous allez obtenir, et puis en termes d'objectifs que vous pouvez avoir quand vous mettez en place des campagnes de cold emailing, bah, Emaillia remplit tous ces objectifs, quoi. Donc, pas de raison d'aller craquer de l'argent outre mesure sur d'autres logiciels. Ça va, donc c'est assez clair, c'est vrai qu'on l'entend souvent, surtout Mailchimp, vu c'est le pionnier, on va dire, sur le marché. Beaucoup de personnes l'utilisent et c'est vraiment une erreur à faire. Pour, ben voilà, maintenant on est passé on a fait la structure, c'est-à-dire on a bien préparé le terrain, on est prêt, on a envie de commencer à rédiger nos séquences et on a envie de commencer à shooter les mails. Par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par l'objet ou il y a une stratégie à réfléchir derrière? On rentre directement dans Juste, je me rends compte que j'ai zappé un truc sur la délivrabilité, c'est sur la signature mail. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui ont une signature mail avec le petit logo qui va bien, les petits pictos LinkedIn, téléphone, machin qui vont bien, des liens cachés, c'est-à-dire accéder à votre site internet et puis en fait c'est un lien hypertexte. Ça va jouer sur la délivrabilité. Quand vous mettez en place une signature mail dans le cadre de campagne de cold emailing, allez au plus simple, vous mettez que du texte. S'il y a des liens à voir, c'est des liens directs. Donc le lien du site, ça peut être https monsite.com, mais vous mettez le lien en direct, vous mettez pas un lien hypertexte et surtout pas d'image. Pas d'image parce que ça va alourdir les messages. Donc on zappe les images, on n'a que du texte, on met que des liens en direct et des liens sécurisés HTTPS et vous minimisez aussi le nombre de liens. Si vous pouvez ne pas en mettre, c'est bien. Si vous en mettez un, c'est bien. Si vous en mettez 5, ça commence à devenir compliqué. Donc voilà, c'était un petit aparté sur comment finaliser, on va dire, d'optimiser sa délivrabilité. Mais faites attention à votre signature et surtout virez toutes les images de votre signature.
Et donc, pour aborder les séquences, il y a il y a plusieurs critères à travailler, mais il y a vraiment le premier critère, ça va être l'objet. L'objet, ça va beaucoup influer sur votre taux d'ouverture. Là, une fois de plus, il n'y a pas de recette miracle. Il faut faire du test en fonction de vos cibles, en fonction de l'objectif de votre campagne, on va dire. Mais ce qui marche très bien, ce sont des objets courts, du style présentation solution ou présentation entreprise ou introduction entreprise. Pareil, dans les objets de relance, vous mettez un petit re de points ou re démo ou représentation, mais surtout pas des objets qui font 17 mots qui ne seront de toute façon pas lus et pour lesquels les gens se diront c'est un email promotionnel, c'est un email marketing, ça ne me concerne pas. En fait, quand vous rédigez les objets, l'idée, c'est de se mettre dans la tête d'un collaborateur de votre feed et d'essayer de trouver ce que lui mettrait comme objet pour retenir l'attention d'un de ses collaborateurs. Et effectivement, quand vous avez bossé dans des structures et que vous envoyez des mails entre collaborateurs, c'est des objets, généralement, c'est présentation, rendez-vous, client, mais vous allez au plus simple, au plus vite, et c'est surtout pas des nous vous accompagnons dans la transformation digitale de votre entreprise. Enfin, voilà, ça c'est plus possible et de toute façon, ça ne fonctionne pas. Donc, privilégier des objets simples. Il n'y a pas de recette miracle, une fois de plus. Donc, faites de l'A/B testing sur vos objets. Et puis, essayez de vous mettre tout simplement dans la peau d'un collaborateur qui enverrait un email à un autre collaborateur et essayez de synthétiser finalement l'objectif de votre message en 2 ou 3 mots, quoi. Maximum, je dirais 4 ou 5 mots, mais au-delà de 5 mots, ça devient compliqué d'avoir des objets performants. Et puis, bien évidemment, on évite de mettre tous les spam words qui peuvent graviter sur Internet. Donc, vous tapez liste spam word 2021, ça va vous sortir des listes de spam words. Mais les trucs gratuits, super promotion, des trucs comme ça, on va éviter de mettre ces mots-là dans les objets. En fait, quand tu parles de parler comme un collaborateur, c'est bon, tu as tout résumé. Et c'est vrai que voilà, il y a des listes, tu peux taper sur Google, voilà, chaque année, voilà, ici maintenant, tu peux mettre 2021 ou même 2022, tu cherches en 2022, tu vas trouver aussi des listes Oui, à journée. Et ce qui est bien, c'est que voilà, ça permet de. C'est assez logique finalement. C'est des mots, voilà, quand tu mets gratuit ou tu mets peut-être éventuellement cadeau ou quelque chose comme ça, tu sais que c'est souvent quelque chose que en tant que collaborateur, tu vas pas dire à un collègue. Donc garde le côté collaborateur. C'est vrai que c'est une approche. Ça a tout résumé. C'est-à-dire que je disais souvent, il ne faut pas mettre de spam word, etc. Mais là, tu as résumé la psychologie qu'il y a à avoir. Et voilà, la présentation, c'est quelque chose. On le voit avec l'exemple que tu nous as donné qui a explosé les taux. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose. Parfois, c'est assez simple et il suffit de tester et on aura la réponse au final. il y avait un truc aussi qui marche, enfin, que j'utilise plus trop, mais qui marchait bien il y a quelques mois. C'était de mettre disponible et une date, quoi. Genre disponible jeudi à 9h ou disponible vendredi à 10h. Et effectivement, la personne a l'impression qu'on a déjà calé un rendez-vous, donc elle va aller ouvrir l'objet. Donc après, bien évidemment, si le texte n'est pas du tout en adéquation avec ses besoins, tu n'as pas de réponse. Mais en tout cas, ça va te permettre de franchir cette première barrière, entre guillemets, et d'inciter la personne à aller ouvrir l'email. Mais une fois de plus, faut tester. Et après, dans des séquences d'emails, l'une des clés de succès d'une séquence email, pour moi, c'est les relances, où vous avez énormément de personnes qui vont envoyer un premier message. Vous avez quelques courageux qui vont envoyer un deuxième message, une première relance, et puis généralement, ils s'arrêtent là en se disant, j'ai envoyé 2 messages, j'ai pas eu de réponse, donc la personne ne veut pas me parler. Non, mais en fait, moi, je considère que tant que la personne m'a pas dit oui ou merde, en fait, je sais pas si elle veut ou pas me parler. Donc, je vais multiplier les relances. Alors après, l'idée, c'est d'être aussi intelligent et de ne pas faire des relances tous les 2 jours et de faire 17 relances. Mais vous pouvez, je pense, par email, pousser jusqu'à 4 ou 5 relances espacées dans le temps, bien évidemment. Mais surtout, ne pas hésiter à mettre des relances. Et puis, vous pouvez être un petit peu plus fantaisiste, on va dire, dans les objets sur les emails de break-up. L'email de break-up, c'est le dernier email de ta séquence où, en gros, ton objectif, c'est d'avoir un retour de la personne. Donc là, pour le coup, c'est oui ou non. Mais d'avoir un retour de la personne. Donc, on va pouvoir être un petit peu plus fantaisiste, entre guillemets. Moi, j'utilise pas mal les Kaomoji. Les Kaomoji, c'est comme les emojis, mais version japonaise, version informatique, on va dire. Ça marche pas mal. Vous pouvez utiliser des emojis aussi. Ce qui marche bien aussi, c'est de pas mettre d'objets.
Vous ne mettez pas d'objet, tout simplement. La personne va ouvrir. Après, une fois de plus, voilà, il faut que le message qui est derrière, il soit en adéquation avec les besoins de la cible que vous ciblez, justement, sinon vous n'aurez pas de retour. Mais en tout cas, le fait d'avoir un objet qui performe, ça va vous permettre de passer cette première barrière et la personne va ouvrir votre email et puis lire votre message. Justement, j'avais fait un post là-dessus sur LinkedIn. J'avais demandé, j'avais parlé avec un ami et il m'avait parlé d'un bon. Bref, c'est vraiment un objet qui est pas, pour moi, qui n'est pas adapté, mais quand on veut optimiser le taux d'ouverture, c'est quelque chose d'intéressant. Tu envoies juste un merci. Il m'a dit c'est des taux d'ouverture qui dépassent les 80%. Au final, voilà, en termes de conversion, c'était pas le plus le, le, le meilleur mail, mais il m'a dit voilà pour des mails de break-up, etc., ça marche assez bien. Et il y avait aussi, donc, sur les commentaires, il y avait Benoît Dubos, donc le CEO de Scalesia, qui m'avait proposé une approche qui fonctionnait assez bien pour lui. C'était mettre voilà, monsieur ou madame avec son prénom, son nom de famille. Enfin, son nom de famille, c'est mieux. Mettre point .mp4. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien, mais après, il faut que de l'autre côté, tu assures en mettant une petite vidéo ou quelque chose comme ça, sinon c'est une fausse promesse. Voilà, et l'idée aussi, c'est de ne pas créer de dissonance trop forte entre l'objet et le message, parce que effectivement, si tu te retrouves dans ce cas de figure où tu vas créer une dissonance trop forte, tes prospects, ils sont pas cons non plus, quoi. À un moment, ils vont dire, bon, le type, il me vend un truc, il me prend pour un con, il voulait juste que je vois son offre, et puis ils répondront pas. Donc, faut trouver cet équilibre, on va dire, entre les deux. Mais effectivement, s'il y avait un truc à retenir sur les objets, un ou deux trucs à retenir, c'est de tester, itérer et puis de privilégier vraiment des objets courts où on va se mettre dans la peau de deux personnes. Faut vous mettre dans la peau d'une personne qui connaît la personne, entre guillemets, à qui vous allez vous adresser, quoi. Et c'est le meilleur moyen, à mon sens, de trouver des objets qui vont vous permettre de maximiser les taux d'ouverture de vos campagnes. Et ça va, donc il y a le côté objet que voilà, tu as assez bien décrit. Les relances, c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent négligé, c'est-à-dire qu'on envoie un mail et on se dit bah, il n'a pas envie de répondre, il est trop occupé, je vais le saouler, je vais l'harceler. Voilà, je pense qu'avant 4-5 relances, surtout espacées dans le temps, voilà, ça va encore. Ne sois pas trop lourd non plus. N'envoie pas 15 relances parce que sinon après, tu vas cramer ta Ben réponse. voilà, j'ai discuté avec une personne il y a 15 jours qui me disait j'ai mis 5 relances en place, mais je me prends des flots d'insultes à la cinquième relance, je comprends pas pourquoi. Et en fait, il avait mis des relances en place tous les 2 jours. Donc forcément, tous les 2 jours, il y a bam, une relance, une relance. Donc, le truc était plutôt bien fait, mais là, je lui ai dit, le truc, c'est que c'était trop pressant en fait. Donc espace, je sais pas, de 5, 6, 7 jours. La première relance, tu peux peut-être la mettre à J+4, la deuxième à J+5, et tu vas se passer d'un jour supplémentaire à chaque relance. Effectivement, si tu sautes sur ton lead tous les 2 jours en lui proposant un truc, au bout d'un moment, la personne, elle va se sentir oppressée, et puis c'est clair qu'elle ne te répondra pas. Dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, elle te répondra mal. Donc voilà, l'idée, c'est pas de saouler les gens non plus, quoi. C'est parfait. Pour maintenant qu'on a mis la structure en général, pour rentrer dans le côté mail pur et dur, dans la rédaction, est-ce que tu as des conseils à ce niveau-là? Ouais, sur la rédaction, déjà, il faut vous concentrer vraiment sur l'objectif de votre message et pas forcément essayer de vendre. Et ça, je pense, c'est l'une des plus grosses erreurs qui est faite. C'est où les personnes vont t'envoyer un message de prospection, elles vont te présenter leur solution ou leur produit. Mais c'est pas ça l'objectif du call d'email, c'est vraiment de créer une interaction. Donc, je sais pas, ça va être d'avoir un échange, d'obtenir un rendez-vous, de ramener une personne sur une landing page. Mais par message, il y a un objectif et vous vous concentrez sur cet objectif. Moi, dans le cadre de B2B, on va dire dans 99% des cas, l'objectif, c'est d'obtenir des rendez-vous. Donc, l'idée, c'est alors bien évidemment, je vais présenter très brièvement la solution ou le produit dont je fais la promotion, mais l'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur le fait d'avoir un rendez-vous et pas d'avoir un pavé de 500 mots qui explique pourquoi le produit ou la solution en question, c'est la meilleure du monde. Ce côté-là, en fait, ça va se passer pendant le rendez-vous. Ou alors, si l'objectif, c'est d'amener les sur une landing page, tous ces arguments-là, vous allez les mettre sur votre landing page. Mais vraiment, quand vous faites du cold emailing, faut vous concentrer sur votre objectif. Donc, l'objectif, ça peut être, je vous dis, d'obtenir un rendez-vous, d'obtenir une réponse de la personne, de ramener la personne sur une landing page, mais se concentrer là-dessus. Et ça, déjà, ça va vous permettre de réduire le volume de mots que vous allez mettre dans vos messages, ce qui va être assez important. N'oubliez pas que vous vous adressez à des personnes qui ne vous connaissent pas,
qui vous ont rien demandé et qui n'ont pas forcément pas forcément de temps non plus à vous consacrer. Donc, quand vous rédigez un message, ça doit être clair, ça doit être facilement compréhensible. Et puis, pour un message donné, il y a un objectif. Il n'y a pas 50 objectifs. Donc, soit c'est de leur amener sur une page, soit c'est d'obtenir un rendez-vous, soit c'est, enfin, peu importe l'objectif, mais il y a un objectif. Vous ne pouvez pas lui mettre un lien qui l'emmène vers une landing page, plus lui demander un rendez-vous derrière, plus lui dire que vous faites une promo de moins 10% s'il s'abonne avant le 15 février. Enfin, la personne en face, elle va être perdue. Donc, concentrez-vous vraiment sur un seul objectif. Et puis derrière, vous allez écrire votre message en vous basant sur cet objectif. Et en termes de message, l'idée, c'est de mettre en avant, on va dire, un besoin potentiel de votre prospect si vous n'avez pas forcément de l'information, mais de lui faire ressentir qu'il a potentiellement un besoin ou une douleur, qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas. Et derrière, vous allez amener votre produit ou votre service comme la solution à cette douleur. Et dans le cadre de la rédaction de messages, vous pouvez vous appuyer sur des templates de copywriting, comme le template AIDA qui est très bien pour ça, ou le template PASS aussi qui est très bien pour ça, ce qui va vous permettre de structurer votre message. Mais en gros, si je devais schématiser, moi, sur des premiers messages, j'ai bien évidemment le bonjour ou hello, ce que tu veux, enfin la petite formule de politesse qui va bien. Derrière, j'essaie de mettre un élément de contexte. Typiquement, là, je bosse pour une boîte qui propose des solutions au réseau de restauration. Donc, on va aller taper toutes les têtes de réseau et puis c'est de leur dire à compte de votre poste, j'imagine qu'avoir de la visibilité sur les performances de votre réseau, c'est important. Et s'il y a une personne qui est responsable d'un réseau de restauration et qui me dit non, c'est qu'il n'est pas honnête avec moi, ni avec lui d'ailleurs. Donc, déjà, et c'est un vrai problème. En plus, pour avoir discuté avec un certain nombre de personnes, c'est un vrai problème là-dedans, dans ce secteur-là. Donc, on va déjà un petit peu contextualiser le message et puis derrière, on va dérouler sur 2 lignes en disant j'ai créé un outil qui fait ça, 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 donc en gros qui résout ton problème. Et puis, je vais embrayer directement sur la demande de rendez-vous. Mais une fois de plus, c'est dans un premier message de prospection, c'est 125, grand max 140 mots, quoi. Et vous vous adressez à des gens qui ne vous connaissent pas et qui n'ont pas de temps à vous consacrer. Je crois que c'est Lemlist qui a sorti un sondage là-dessus. Mais une personne qui reçoit un mail d'une personne qu'elle ne connaît pas, je crois qu'elle passe 3 secondes dessus ou un truc comme ça. Donc, il faut vraiment être percutant, pertinent. Et puis, il faut que le call to action, ce que vous attendez de la personne, votre objectif, il ressorte vraiment, quoi. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est d'obtenir des rendez-vous. Donc, je pose la question très clairement, est-ce que vous êtes dispo dans les jours à venir ou alors, est-ce que vous êtes dispo tel jour à telle date peu importe la formulation, mais l'objectif, c'est d'obtenir un rendez-vous. Donc, mon message, il finit par une question et je veux une réponse. D'accord, c'est assez clair. C'est vrai que voilà, le CTA, c'est généralement le call to action, c'est très important à la fin. Parce que, ok, si tu l'as convaincu et à la fin, tu ne le guides pas vers la prochaine étape, ça ne sert à rien. Euh, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont dit que, voilà, eux, pour eux, leur premier objectif, c'était plutôt d'avoir une réponse plutôt que de prendre directement le rendez-vous. Maintenant, je pense que c'est un peu complémentaire dans le sens où ces gens-là me disaient n'envoie pas directement ton lien Calendly. Moi, j'opte en fait Non, pour justement pour la méthode où tu poses la question, tu laisses entrevoir un rendez-vous, mais sans pour autant faire le bourrin et attendre avant d'envoyer ton lien à Calendly, c'est-à-dire que tu attends d'avoir une confirmation de l'intérêt avant d'envoyer ton lien. Je sais pas ton avis. exactement. Alors effectivement, quand je te dis obtenir un rendez-vous, c'est en gros que la personne me dise, ouais, ok, je suis intéressé, discutons-en, est-ce que vous êtes disponible? Donc là, tu peux avoir plusieurs approches où tu vas dire, êtes-vous disponible dans les jours qui viennent, prochainement, bon, tu tournes la formule comme tu le souhaites, ou même proposer directement un créneau, dire est-ce que vous êtes dispo le jeudi à 9h45. Entre parenthèses, tu rajoutes un petit sinon, n'hésitez pas à me faire part de vos autres dispo. Mais le problème, enfin le truc du lien Calendly, c'est que ça fait très automatisé déjà. Donc la personne va se dire ok, c'est un truc automatisé. Et puis ensuite, et ça c'est plus par expérience, plus tu vas laisser de choix à la personne, moins elle va choisir. Donc, généralement aussi, ce que je fais, mais là plutôt dans un deuxième échange, c'est quand la personne, je l'ai contactée une première fois, elle me répond, je suis intéressé pour échanger. Je vais lui mettre maximum 3 créneaux. En fait, je vais lui proposer 3 créneaux et lui laisser choisir dans les 3 créneaux. Et je me rends compte au début, je mettais beaucoup plus de créneaux où je travaillais avec du Calendly et j'avais des retours beaucoup plus faibles. Et je pense que plus tu laisses de choix à une personne, moins elle choisit. Donc là, l'idée, c'est de contraindre, entre guillemets, la personne à choisir un des 3 créneaux et puis derrière, d'embrayer sur ton rendez-vous.
Tout comme on parlait des liens, donc légalement, vous êtes obligé de mettre, quand vous faites du cold emailing, un moyen de désinscription. Tous les outils de cold emailing vont mettre en place un lien de désinscription automatique où en gros, c'est à la fin de votre message, c'est si vous ne souhaitez plus recevoir de message de ma part, cliquez ici. Ne le faites pas. Ce que la loi nous dit, c'est qu'il faut proposer un moyen de désinscription. Quand vous mettez un lien comme ça automatique, d'emblée, en fait, ça suggère à la personne à qui vous adressez que c'est une campagne automatique et que finalement, il est juste un profil parmi d'autres. Privilégiez plutôt, notamment sur les premiers messages, une petite phrase du style si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de ma part, répondez stop ou n'hésitez pas à me le mentionner ou mais vraiment une action manuelle. Alors certes, c'est plus chronophage au démarrage, mais ça va donner l'impression à la personne à laquelle vous vous adressez que le message, il n'est pas automatisé. Quitte derrière à remettre le lien de désinscription à partir de la deuxième ou de la troisième relance, parce qu'au bout d'un moment, vous avez trop de campagnes à gérer, vous ne pouvez pas gérer toutes les désinscriptions à la main. Mais vraiment, sur des premiers tests et sur les premiers messages, essayez de ne pas mettre de lien de désinscription, mais de privilégier un moyen de désinscription, on va dire, manuel. S'il y a ça, dans les messages aussi, on parle beaucoup des icebreakers. Donc, si c'est pertinent, mettez-en. Donc l'icebreaker, c'est la petite phrase de personnalisation qui va permettre de contextualiser la mise en relation, on va dire. Mais mettez-le si c'est pertinent. Je vais reprendre mon exemple de client qui développait un outil pour le réseau de restauration. Je m'adressais à une personne là qui venait d'ouvrir 3 nouveaux restaurants. Enfin, un groupe de restauration qui venait d'ouvrir 3 nouveaux points de vente. Donc, l'icebreaker, c'était félicitations, machin. J'ai vu que vous aviez ouvert vos restaurants dans telle ville, telle ville, telle ville. Puis derrière, j'enseigne sur le message. Là, c'est pertinent parce que ça vient de se passer, parce que c'est dans le cadre de ma demande, le fait que justement son réseau grossisse, ça va lui amener des contraintes supplémentaires sur la gestion financière, entre guillemets, et puis la visibilité de la performance de tous ces réseaux. Donc, la solution qui va lui être proposée derrière, c'est pertinent. Maintenant, si l'icebreaker, c'est un truc tout pété du style j'ai vu que on faisait partie du même groupe LinkedIn, ça marche pas vraiment, quoi. C'est pas un vrai élément de personnalisation. Donc faites-le. Effectivement, c'est pertinent de le mettre en place et ça va vous permettre d'obtenir des meilleurs retours. Maintenant, ne le faites pas sur tout le monde si vous n'avez pas d'éléments pour créer un icebreaker et contextualiser votre message. Si derrière votre icebreaker, c'est une phrase toute naze qui n'apporte rien au message, ne le faites pas, quoi. Ça va, c'est vrai que voilà, moi j'ai découvert un outil qui s'appelle warmer.ai. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mhm. Si je me rappelle bien, c'est Kevin Dufresne qui l'avait mis en avant. Et je pense qu'il automatise en fait ce côté icebreaker. Il te propose plusieurs icebreakers possibles en fonction de ta cible. Puis toi, tu peux éventuellement modifier, mais ça peut être quelque chose Bah, d'intéressant. alors, il y en avait un autre, c'était dans le même style, c'était WeClose, je crois, .io. Ouais, Ou en gros, c'est des outils, si je dis pas de bêtises, où il y a une petite intelligence artificielle derrière qui va aller aspirer en gros les informations sur ton lead et qui va te générer, et notamment sur le profil LinkedIn, et qui va te générer plusieurs propositions d'icebreaker. Donc, ça peut être pertinent. Ça va être super pertinent sur des gens qui sont actifs sur LinkedIn, qui remplissent correctement, on va dire, leur profil. Maintenant, c'est pareil, quoi. Si tu n'as pas de contenu à soumettre à ton outil derrière, tu vas avoir des icebreakers. Des fois, j'avais testé WeClose, mais tu tapais des barres de rire parce que ça voulait rien dire, quoi. Mais ça, une fois de plus, c'est pas l'outil qui est déconnant, hein. C'est juste parce que derrière, il y a rien à aller chercher, il y a pas de contenu. Euh, donc, ça va vous rajouter un plus de mettre des icebreakers. Ça va, comme son nom l'indique, casser la glace. Mais si c'est pertinent, si c'est contextualisé, si c'est pas le cas, ça fera juste gros lourdeau, quoi. D'accord, je vois. C'est vrai que voilà, peut-être utiliser celui-là au warmer.ai, il me semble. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais on se tiendra au courant par rapport à celui-là. Et je voulais passer à la partie. Tu m'as parlé du côté manuscrit. Donc, c'est vrai que quand Call Ouais. Jimmy, on ne s'attend pas à parler de ça. Mais je voulais vraiment en parler quand on préparait l'émission parce que tu m'as dit que voilà, c'était quelque chose d'assez intéressant. Donc, je te laisse me dire cette petite magie, comment tu as eu l'idée et ce que ça apporte. Alors, comment j'ai eu l'idée? J'ai pas eu l'idée, en fait. Je suis le fondateur de Manuscrit Interactif, qui propose toujours justement des conseils Adrien, assez opérationnels à mettre dans ses campagnes. attends, Adrien, il y a eu un petit bug. Je couperai, il n'y a pas de Ouais, souci.
Juste, voilà, si, juste reprendre après, tu peux répondre. Donc, j'ai posé ma question. Il y a eu un bug au moment du début de ta réponse quand tu as dit que je suis le fondateur. Donc, ici, je vais bien mettre, tu vas couper, histoire de pas oublier. Ok. Ok, donc ouais, ce que je te disais, donc l'idée, je l'ai pas eu toute seule en fait. Je suis le fondateur de Manuscrit sur LinkedIn et qui pose toujours du contenu, on va dire, plutôt pertinent. Et donc j'ai un peu discuté avec lui, on a discuté de Manuscrit et ça m'a paru pertinent de mettre en place ça dans le cadre de campagnes de prospection. En fait, on se rend compte aujourd'hui que dans les campagnes de prospection, on va optimiser les taux de retour qu'on a si on multiplie les points de touche. Et sur certains business, des fois, il faut 5, 6, 7, 8 points de touche avant d'avoir un retour. Donc l'idée, là, c'est pas d'envoyer 8 emails, mais c'est plutôt d'essayer de créer plusieurs interactions sur plusieurs canaux différents pour justement susciter l'interaction derrière avec ton prospect. Donc bien évidemment, on va utiliser de l'email avec le call d'email, mais tu peux aussi mêler du LinkedIn, par exemple, d'envoyer en parallèle de ta séquence d'email des messages LinkedIn. Ça, tu as des outils comme Wallaxy qui le permettent, comme Lemlist. Mais c'est pareil, ça reste, on va dire, quelque chose qui est assez communément répandu. Donc l'objectif, c'était de trouver un peu des approches différentes qui sont pas forcément encore beaucoup répandues. Donc on a rajouté la brique écrite dans les séquences. Donc on va avoir des emails, on va avoir des interactions sur LinkedIn, et puis au bout d'un moment, on va envoyer une petite carte postale. Donc tu as plusieurs possibilités en fait. Soit enfin tu rédiges un mot qui est personnalisable, et donc derrière Manuscrit va automatiser la rédaction des cartes et va l'envoyer pour toi. Tu peux aussi par exemple générer un QR code. Là, toujours, c'est un autre client, mais toujours dans le milieu de la resto, qui, en fait, en gros, il propose un service d'achat mutualisé. Et leur promesse de valeur, c'est de réduire le montant de tes achats. Et donc, pour ça, ils ont mis en place un petit simulateur qui est accessible gratuitement, où tu vas te rendre sur la page, tu vas dire, bah, j'achète tant de kilos de sucre par mois, tant de kilos de farine, tant de kilos de poulet avec le sais-je. Derrière, tu vas avoir un petit bilan qui se fait automatiquement qui va te dire, bah, nous, on peut vous faire économiser ça, ça, ça sur tel poste. Bah, là, l'objectif, c'était de mettre un QR code sur une carte, d'envoyer la carte au restaurateur. Alors, il y a eu un petit mot. La personne reçoit la carte, elle flash le QR code, elle arrive directement sur le simulateur. Et là, elle se rend compte que, ah ouais, en fait, ce qu'ils sont en train de me proposer, c'est une vraie valeur ajoutée pour moi. Parce que même si je discute pas avec eux, bah, je peux au moins voir d'emblée si je me fais avoir par mes fournisseurs, si je suis dans les prix du marché, si je suis en dessous des prix du marché, enfin voilà. Donc ça va apporter une certaine valeur. Et après, derrière, dans tout le parcours, on a mis en place une petite procédure pour récupérer des informations quand il fait sa petite simulation pour qu'on puisse leur contacter derrière par téléphone. Mais le fait d'ajouter cette brique supplémentaire qui ne soit pas de l'email ou du LinkedIn, bah, c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore très répandu et qui marche plutôt pas mal. Et puis là, il y a le petit effet de surprise. Ok, je flash mon QR code, hop, j'arrive sur un truc qui a une vraie utilité pour moi, donc je vais tester le truc. Je me rends compte que ça fonctionne et que ça peut m'apporter quelque chose. Donc derrière, on va dire apporter un peu plus de valeur. Et ce qui va être sympa en plus avec le QR code, c'est que tu vas pouvoir traquer bah, qui est-ce qui a flashé ou pas le QR code, quoi. Donc derrière, ça te permet de donner des indications dans ta séquence de prospection. Et puis tu dis, attends, lui, il l'a flashé 3 fois le QR code, je vais peut-être l'appeler, quoi. Il y a peut-être un vrai intérêt. Lui, il l'a pas flashé, ok, il s'en fout, enfin, peu importe. Mais ça va te permettre justement bah, de guider tes actions dans le cadre de ta prospection. Et chez Bonne Manière, on va même plus loin en fait que la carte postale. On envoie aussi un truc qui marche, en tout cas pour échanger avec des personnes, c'est des taux de retour à 90%, c'est on envoie des cookies. Donc on a notre séquence de prospection, on va envoyer, je sais pas, 2, 3 mails, un ou deux messages LinkedIn. Il y a nos bizdev pour essayer d'appeler les personnes. Et ça, on va le faire sur des leads avec qui on a vraiment envie de parler, où c'est très important pour nous de parler avec eux parce que ça a quand même un coût. Mais en fin de séquence, on va envoyer une boîte de cookies. Et là, pour le coup, je pense qu'on est entre 80 à 90% de taux de retour derrière, où on repasse un petit coup de téléphone derrière. Ouais, vous avez bien reçu la boîte de cookies. Oui, est-ce que vous avez un quart d'heure à me consacrer jeudi, mardi et vendredi prochain? Ouais, pas de problème. Après, je vous dis pas que sur les 80% disent oui, hein, c'est pas du tout, c'est pas la vérité. Mais par contre, on arrive dans 80% des cas à avoir un échange avec la personne visée, et c'est super efficace. Et une fois de plus, on va sortir un petit peu du carcan digital entre guillemets, du carcan digital en proposant finalement un autre moyen de prospection
plutôt par voie physique. Donc l'idée, c'est de pouvoir mêler finalement ces différents canaux, donc que ce soit à travers de l'envoi de gâteaux, à travers de l'envoi de cartes postales, à travers du mail, à travers du LinkedIn. On peut aussi parler du téléphone qui est en train de se développer de plus en plus en B2B, où on envoie des SMS, notamment sur des populations où on va pas avoir les adresses email, donc on va envoyer des campagnes de SMS ou des campagnes de messages direct répondeurs où tu préenregistres un message qui va aller se déposer directement sur le répondeur de la personne. Donc ça va nous permettre d'augmenter nos taux d'interaction avec les leads qu'on cible. Et justement, ici, j'allais te le dire, par exemple, par rapport au cas du QR code, tu as parlé des restaurateurs. Les restaurateurs, si tu les cibles sur LinkedIn, généralement, tu n'en trouveras pas des millions. Ouais. C'est une cible ou les coiffeurs ou quelque chose comme ça. Je sais que c'est des cibles qui sont plus accessibles hors du digital ou d'une manière, on va dire, plus originale parce qu'ils sont souvent sollicités en plus. Donc, ça peut être intéressant aussi. Non, mais c'est clair. Après, tu as des cibles enfin, on parlait des restaurateurs tout à l'heure, je parlais des profs, mais tu as des cibles qui sont pas présentes sur LinkedIn, pour lesquelles c'est compliqué de faire du cold emailing. Un autre exemple, si tu t'adresses à des pharmaciens, par exemple, ou à des médecins, tu as 90 ou 95% de ces gens-là, leur adresse email, c'est nom de la pharmacie, @gmail, @orange, ce que enfin Yahoo, enfin qui s'apparentent, on va dire, à des adresses de particuliers. Bah, légalement, ces gens-là, tu n'as pas le droit de leur envoyer des emails parce que ce pas des adresses professionnelles. Derrière, comment tu vas faire pour aller les démarcher? Bah, tu vas utiliser d'autres moyens, que ce soit la carte postale, que ce soit la boîte de cookies, que ce soit le téléphone. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir s'adapter finalement en fonction des cibles que tu cibles, pour le coup, et adapter tes moyens de prospection en fonction des infos que tu as à ta disposition, quoi. Et effectivement, sur des profs ou des restaurateurs ou que sais-je, si tu n'as pas d'email, bah, ça va être compliqué de mettre en place des campagnes de cold emailing, quoi. Derrière, bah, tu vas trouver d'autres canaux. C'est pareil, une fois de plus, c'est des choses qui ont été testées en amont. Et quand je te dis on envoie des campagnes manuscrits, le minimum, je crois que ça doit être 50 contacts. Quand on teste, on est sur 50 contacts. On n'envoie pas 200 ou 300 cartes postales sans avoir un minimum de retour derrière et se dire, ah ok, ça marche. L'idée, c'est pas de griller les budgets qu'on a à disposition. C'est vraiment de pouvoir tester. Et puis, une fois que tu as trouvé le canal qui fonctionnait le mieux, bah là, tu vas passer à plus grande échelle. C'est vrai que c'est assez clair, assez logique. Pour moi, j'ai fait, là, je suis en train de regarder le cycle, en fait, et les différentes étapes. On a répondu à tout. C'était assez complet pour moi. Est-ce que tu vois quelque chose que j'aurais oublié? Mais pour moi, on a vraiment le ciblage, la délivrabilité, les objets, les contenus. On est passé hors du digital. On a multiplié les points de touche. Est-ce que tu vois autre chose? On a peut-être un dernier point, mais c'est sur insister un petit peu sur les métriques où effectivement, bah, on parle beaucoup de taux de délivrabilité, de taux d'ouverture, de taux de réponse, de taux de clic, de taux de désinscription. Ce qui va être important à mon sens, au-delà de ces métriques, c'est vraiment est-ce que vous atteignez votre objectif dans le cadre de vos campagnes. Si l'objectif c'est de faire du chiffre d'affaires, bah, est-ce que tu atteins ton objectif de chiffre d'affaires? Si ton objectif, c'est de générer, je sais pas, 17, 18, 23 rendez-vous, est-ce que tu as atteint ce nombre de rendez-vous à générer? Les métriques, ça va vous permettre, enfin en tout cas celles que j'ai citées, ça va vous permettre d'optimiser vos campagnes, entre guillemets, et puis de mettre en place des actions correctives. Voilà, si je vois que mon taux d'ouverture il est pas bon, bah, je sais qu'il faut que je reprenne les objets. Si mes taux de retour ils sont pas bons, bah, j'ai peut-être un problème de call to action ou un problème de message. Mais vraiment pas s'attarder sur ces métriques-là, mais vraiment se concentrer sur l'objectif final de ta campagne. C'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Ça rentre pour moi avec le côté ciblage, le côté, on va dire, préparation. Quand on parle de cold emailing, on pense beaucoup au côté copywriting, etc. Mais ça rentre dans tout ce qui est en amont, la préparation. Et savoir quel est ton objectif permettra aussi de savoir quelle personne tu cibles, savoir un peu même comment tu vas écrire. Et je pense que c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais ça reste très, très important. Et Euh, puis après, juste pour terminer, après, on parle beaucoup de copywriting, mais faut pas se prendre la tête avec ça, hein. C'est mon avis perso, mais je pense qu'un message mal rédigé, qui est envoyé au bon moment à la bonne personne qui a un vrai besoin, aura plus de succès qu'un message très bien rédigé qui est pas envoyé à la bonne personne ni au bon moment. Donc le copywriting, ça te permettra effectivement d'optimiser tes taux de retour, tes ventes, ce que tu veux, parce que tu veux optimiser tes textes. Mais si d'emblée ton ciblage il est bancal, et puis tu t'adresses à des personnes pour lesquelles tu répondras à aucun de leurs besoins,
bah, tu peux avoir le meilleur copywriter du monde, tu vendras rien du tout, quoi. Ou alors tu vendras à la marge parce que la personne s'est fait avoir ou s'est plantée, mais ça restera des ventes à la marge. Donc vraiment, le copywriting, c'est quelque chose qui pour moi doit arriver en dernier, où c'est quand bah, tous mes outils sont clairs, je sais à qui je m'adresse, je sais quels besoins je solutionne, je sais qui est ma cible. Là, je vais m'intéresser justement au copywriting. Mais pour moi, avant, s'y intéresser avant, c'est un peu surfait dans le cadre de la prospection parce que si tu sais pas d'emblée à quel besoin tu réponds ni à qui tu t'adresses, bah, une fois de plus, tu peux avoir les meilleurs textes du monde, c'est pas ça qui te fera faire des ventes. C'est vrai que voilà, c'est construire sur des mauvaises fondations, donc ça sert vraiment à rien. Donc, euh, Exactement. en tout cas, Adrien, c'était assez complet. Je te remercie parce que franchement, on avait dit qu'on allait faire tout ça. Je pensais pas que ça allait être aussi complet. Donc, c'est hyper cool. Même moi, il y a plein de trucs que je ne connaissais pas. Donc, c'est vraiment, je pense que les gens qui regardent, ils vont vraiment apprécier. Moi, en tout cas, j'ai vraiment kiffé. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je te remercie. J'aimerais juste, Ah, merci. avant de finir, vu que toi, on va dire, tu as été recommandé par toi, non, et je ne te connaissais pas et m'a fait découvrir voilà, la pépite que tu es, j'aimerais savoir si toi aussi, tu aurais deux ou trois personnes à mettre en avant et qu'on pourrait éventuellement inviter sur l'émission. Bah, par rapport à ce qu'on échangeait en début d'émission, entre guillemets, je pense à quelqu'un d'autre qui, justement, en parlant avec toi de manuscrit, mais Yacine Diouri, vous pouvez le trouver sur LinkedIn, c'est le cofondateur des manuscrits et enfin, dans ses posts, il délivre toujours de la valeur en fait. Il rédige pas mal d'articles aussi sur le site de manuscrits. Alors bien évidemment pour mettre en avant le côté prospection par carte postale, mais pas que. De mémoire, il y a 3 ou 4 semaines, il avait lâché un petit hack sur comment tu peux envoyer de façon automatique une invitation LinkedIn à un contact lorsque celui-ci ouvre ton message, ouvre ton email. T'es dans une campagne de prospection, t'envoies des messages, les personnes qui ouvrent ton mail vont recevoir dans la foulée, alors je crois que c'est dans les 2 ou 3 heures, une invitation de ta part. Là, après, bien évidemment, le texte de l'invitation est tourné dans le sens du style bonjour, je viens de vous envoyer un email qui parle de ça, ça, ça. Est-ce que vous l'avez bien reçu? C'est juste pour remettre une petite couche. J'ai trouvé ce truc plutôt intéressant et effectivement, derrière, ça te permet d'augmenter tes taux de conversion. Et il balance des tips comme ça assez régulièrement. Donc, c'est quelqu'un de plutôt intéressant à suivre. Pour avoir échangé quelques fois avec lui, en plus, il est super sympa. Donc voilà. Après, sur le côté, alors pas forcément le côté cold emailing, mais sur le côté sales et plutôt discours et téléphone, il y a Jules Gardère de Scalesia qui, pareil, poste beaucoup de choses qui ont énormément de valeur. Comment structurer tes appels, comment préparer tes appels, comment répondre aux objections. Donc ça, pour les gens qui sont pas forcément à l'aise ou qui n'étaient pas forcément à l'aise au téléphone et dont je fais partie, je trouve que c'est quand même des pépites, quoi, enfin des astuces qui sont plutôt rapidement actionnables, qui sont plutôt opérationnelles et que tu vas pouvoir tester toi dans ton coin et de façon, on va dire, rapide sans avoir besoin d'outils ou quoi que ce soit. Puis après, je vais faire plus mainstream, mais sur le côté LinkedIn, toi non Georget, qui pareil balance pas mal de tips et d'astuces sur comment utiliser ton LinkedIn. C'est un peu son fond de commerce, mais c'est toujours très intéressant ce qu'il dit. Et puis dans les trucs pas intéressants qu'il dit, ça fait marrer, donc ça, voilà, des fois c'est bien de se distraire aussi, il faut pas penser qu'au boulot. Je dirais aussi, on parlait de Jules Gardère de Scalesia, mais finalement il y a pas mal de personnes chez Scalesia. On peut citer Benoît Dubos. Il y a Benjamin Maffé aussi qui s'occupe de la partie commerciale, mais qui vont balancer pas mal de tips. Et là, pour le coup, que ce soit sales, que ce soit cold emailing, que ce soit growth. Donc, ça va être assez intéressant. Ça va être des personnes assez intéressantes à suivre. Euh, et puis, une fois de plus, c'est des gens qui apportent du contenu avec de la valeur. Et pour finir là-dessus, je crois que Scalesia a une académie en ligne où il y a des dizaines et des dizaines d'heures de cours gratos, donc ce qui permet d'enrichir les connaissances et puis de tester des trucs. Donc ça sert à rien de réinventer la roue. N'hésitez pas à aller à vous rendre sur ces trucs qui sont accessibles en ligne, sur ces cours accessibles en ligne, ou même à suivre ces personnes. Vous allez apprendre énormément de trucs dans le cadre de vos actions de prospection, et ce de façon totalement gratuite, et ça prend pas forcément beaucoup de temps. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est parfait. Tu m'as donné que des personnes hyper intéressantes et inspirantes. Donc, on va essayer de les recevoir ici. Une petite dernière question. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver pour les personnes qui voilà, auraient des questions? Il y a ici les commentaires sur la vidéo, mais pour discuter avec toi, où est-ce qu'ils peuvent t'avoir?
Alors, comme les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, j'ai pas de site internet, donc vous pouvez taper Adrien Nissé dans LinkedIn, vous trouvez mon profil et si vous tapez dans votre barre de recherche anicey.co, ANICEY.co, vous tombez aussi sur mon profil LinkedIn. Donc voilà, c'est le meilleur moyen de me contacter. C'est parfait. En tout cas, Adrien, merci beaucoup encore une fois. C'était hyper cool, hyper riche. N'hésitez pas à nous donner vos avis si vous avez des questions, etc. En commentaire, on y répondra avec Adrien. Et je te remercie et je te dis à très bientôt. Merci Youssef, à bientôt. Ciao.